Allez ouvrir votre compteur électrique tout de suite. Regardez le chiffre qui tourne, puis allez chercher votre dernière facture et posez les deux côte à côte. Si vous avez vu ce chiffre grimper de mois en mois, sans que rien n'ait changé dans votre maison, ni plus d'appareils, ni plus de monde sous votre toit, alors je veux que vous compreniez une chose avant d'aller plus loin. Ce n'est pas votre consommation qui a changé, c'est le prix de chaque kilowattheure. Et il y a un appareil dans votre maison, branché en permanence, qui chauffe de l'eau 24 heures sur 24, même quand vous dormez, même quand vous êtes au travail, même quand personne n'ouvre un robinet chaud pendant 8 heures d'affilée. Cet appareil, à lui seul, représente souvent le quart de votre facture. Et il existe un moyen de le faire travailler 2 fois moins, avec des matériaux qui traînent probablement déjà dans votre grange ou votre garage. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Je m'appelle Marcel Fontaine. J'ai grandi dans une ferme du Perche, en Normandie, une maison bâtie par mon arrière-grand-père en 1911. Et l'électricité n'est arrivée jusqu'à notre hameau qu'en 1954. Avant cette date, ma famille chauffait déjà son eau chaude gratuitement, tous les jours, été comme hiver, sans un seul fil électrique. Quand l'électricité est arrivée, mon grand-père a gardé son ancien système en plus du nouveau, parce qu'il avait fait le calcul. Et le calcul disait qu'il n'avait aucune raison d'abandonner quelque chose qui fonctionnait pour quelque chose qui coûtait de l'argent chaque mois. Ce système, je l'utilise encore aujourd'hui sur ma propre maison, celle où j'habite avec ma femme et nos 4 enfants, et notre facture EDF fait souvent la moitié de celle de nos voisins qui ont la même surface habitable que nous. Mon voisin, Bertrand, celui qui a repris la ferme laitière de l'autre côté du chemin, s'est moqué de moi pendant des années à cause de cette caisse en bois vitré posée contre mon mur sud. Il l'appelait ma boîte à malice. L'hiver dernier, après une facture qui l'a fait s'asseoir sur sa chaise de cuisine plus longtemps que d'habitude, il est venu me demander comment on construisait ça. Il en a monté une en un week-end avec des planches de sa vieille grange et un ballon récupéré chez le ferrailleur de Nogent. 3 mois plus tard, il m'a montré sa facture sur son téléphone, sans dire un mot, juste un sourire un peu gêné. Mes amis, vous êtes nombreux à me demander où retrouver ces astuces en un seul endroit. Je les ai réunies dans un manuel, 56 méthodes d'autrefois, chauffage, eau, jardin, réparation, chacune avec ses étapes et ce qu'elle vous fait économiser. Mise bout à bout, 2 à 4 000 € par an. Pas de matériel compliqué, pas de produits chers, juste ce que vous avez déjà chez vous. 29 € et remboursé sous 7 jours si ça ne vous va pas. Le lien est dans la description. De voisin à voisin, comme autrefois. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment construire ce système, combien il coûte, ce qu'il faut, où le placer et pourquoi il fonctionne mieux que ce que la plupart des gens imaginent. Je vais aussi vous parler de 3 habitudes qui viennent de ma grand-mère et qui, ajoutées à ce système, sont ce qui fait vraiment tomber une facture de moitié, pas en 1 an, pas en 1 saison, mais en 6 semaines. Et je vais vous dire franchement pourquoi personne dans l'industrie de l'électricité n'a intérêt à ce que vous appreniez ça. Commençons par comprendre pourquoi les petits gestes qu'on vous répète depuis des années ne font presque rien à votre facture. Éteindre les lumières en sortant d'une pièce, débrancher le chargeur de téléphone, passer aux ampoules LED. Ce sont de bons conseils, je ne dis pas le contraire. Mais une ampoule LED consomme 10 watts. Votre chauffe-eau électrique, lui, consomme entre 2000 et 3000 watts et il fonctionne plusieurs heures chaque jour, tous les jours de l'année, qu'il fasse chaud ou froid dehors. Vous pouvez éteindre toutes les lumières de votre maison pendant 1 mois entier et économiser moins que ce que votre chauffe-eau dépense en une seule journée d'hiver. Le problème n'est pas dans les détails, il est dans la grosse machine qui tourne sans arrêt dans votre cellier ou votre buanderie, celle qu'on oublie parce qu'on ne la voit jamais fonctionner. Alors pourquoi personne ne s'attaque à cette machine-là? Parce qu'on nous a appris à penser qu'un chauffe-eau, c'est électrique. Un point, c'est tout. On ne remet pas ça en question, pas plus qu'on ne remet en question le fait que l'eau coule du robinet. C'est là, ça a toujours été là, on n'y pense pas. Et pourtant, avant que l'électricité n'existe,
Des familles entières avaient déjà de l'eau chaude tous les jours, en été comme en hiver, en utilisant une chose que le soleil fournit gratuitement depuis toujours. En 1891, à Baltimore, un homme du nom de Clarence Kemp a déposé un brevet pour un appareil qu'il a appelé le Climax. C'était un réservoir métallique, peint en noir, placé sous une caisse vitrée, exposée au soleil. Rien de plus. L'eau qui entrait froide en ressortait chaude quelques heures plus tard, sans feu, sans charbon, sans électricité, seulement la chaleur du soleil, piégée sous le verre. 20 ans plus tard, un autre inventeur du nom de William Bailey a amélioré le principe en ajoutant un réservoir de stockage isolé, pour garder l'eau chaude, même la nuit, une fois le soleil couché. Dans le sud des États-Unis, avant l'arrivée du gaz naturel bon marché, des dizaines de milliers de foyers chauffaient leur eau exactement de cette façon. Ce n'est pas une invention moderne qu'on essaye de vous vendre. C'est une vieille méthode que l'industrie du gaz, puis celle de l'électricité, ont fait disparaître des mémoires en un demi-siècle, simplement parce qu'un réservoir noir sous du verre ne génère aucun abonnement mensuel. Et cette histoire n'appartient pas qu'aux Américains. Dans le sud de la France, en Provence, dans le Roussillon, des générations de familles laissaient une bassine ou un vieux fût de vin peint en sombre au fond du jardin, exposé plein sud, et allaient y puiser l'eau tiède pour la vaisselle ou la lessive du soir, sans jamais penser que c'était une technique, juste une habitude héritée de leurs parents. Ma propre grand-mère normande, elle, remplissait des bouteilles de vin vides, les posait debout sur le rebord de la fenêtre côté sud toute la journée et s'en servait le soir pour tiédir l'eau du bain des petits. Ce n'était pas de la physique savante pour elle. C'était simplement ce qu'on faisait, parce que le charbon coûtait cher et que le soleil, lui, ne présentait jamais de facture. Voici maintenant comment en construire un vous-même, avec des matériaux qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie ou souvent dans son propre hangar. La liste des matériaux. Un vieux ballon d'eau chaude ou un grand réservoir métallique, celui de votre ancien chauffe-eau que vous alliez jeter, fait très bien l'affaire. De la peinture noire mate résistante à la chaleur, celle qu'on utilise pour les poêles à bois, environ 15 € le pot. Un cadre en bois, des planches de récupération suffisent largement. Une vitre ou une plaque de polycarbonate transparent, on en trouve des chutes chez les vitriers pour presque rien. De la laine de verre ou, si vous n'en avez pas, de vieilles couvertures de laine pour isoler le fond du caisson, et 2 longueurs de tuyaux de cuivre ou de tubes PER pour raccorder le tout à votre arrivée d'eau. Comptez entre 30 et 60 € au total si vous partez de zéro, et souvent beaucoup moins si vous récupérez le réservoir chez un ferrailleur ou dans une déchetterie. La construction en 3 étapes. D'abord, vous peignez le réservoir entièrement en noir mat, à l'intérieur comme à l'extérieur si c'est possible, parce que le noir absorbe la lumière du soleil au lieu de la réfléchir. Laissez sécher une journée complète. Ensuite, vous construisez le caisson en bois autour du réservoir, un peu plus grand que lui de chaque côté, et vous tapissez le fond et les parois intérieures avec la laine de verre ou les couvertures, pour que la chaleur reste piégée dedans au lieu de s'échapper par en dessous. Enfin, vous fermez le dessus du caisson avec la vitre ou le polycarbonate, bien ajusté, sans trop de jeu, parce que c'est cette vitre qui retient l'air chaud à l'intérieur, exactement comme le pare-brise d'une voiture garée en plein soleil un jour d'été. Le placement compte autant que la construction. Le caisson doit être orienté plein sud ou le plus proche possible du sud, incliné légèrement pour capter le soleil du milieu de journée. Sur un toit de remise, sur un mur exposé, ou même posé au sol dans un coin de jardin qui ne prend pas d'ombre, ça fonctionne. Vous raccordez l'entrée du réservoir noir à votre arrivée d'eau froide et la sortie vers l'entrée de votre chauffe-eau électrique habituel. L'eau froide traverse d'abord le réservoir chauffé par le soleil, ressort déjà tiède ou chaude selon la saison et arrive dans votre chauffe-eau électrique qui n'a plus alors qu'à finir le travail, ou parfois n'a plus rien à faire du tout. Votre chauffe-eau électrique reste en place. Vous ne le remplacez pas. Vous le soulagez.
Un jour d'été bien ensoleillé, l'eau qui sort de ce genre de réservoir noir peut atteindre 50, parfois 60 degrés, sans une seule minute d'électricité. Un jour d'hiver nuageux, elle sortira tiède plutôt que chaude. Mais tiède veut dire que votre chauffe-eau électrique part déjà d'une base plus haute et travaille beaucoup moins longtemps pour atteindre la température voulue. C'est là toute la mécanique. Vous ne cherchez pas à remplacer complètement l'électricité. Vous cherchez à réduire le nombre de degrés que l'électricité doit fournir. Et chaque degré que le soleil fournit gratuitement est un degré que vous ne payez pas à EDF. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Je dois vous parler d'une précaution, parce que je préfère être franc avec vous plutôt que de vous laisser découvrir un problème tout seul. Un réservoir noir en plein soleil d'un mois de juillet peut produire une eau bien plus chaude que ce dont vous avez besoin pour une douche, parfois au-delà de 65 degrés, ce qui peut brûler la peau en quelques secondes. Installez un mitigeur thermostatique, un petit robinet mélangeur qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie pour une vingtaine d'euros, juste après la sortie du réservoir, avant que l'eau n'entre dans la maison. Ce mitigeur mélange automatiquement un peu d'eau froide si la température dépasse ce que vous avez réglé. C'est un geste qui prend 10 minutes à installer et qui vous évite bien des ennuis, surtout si des enfants se servent du robinet. Maintenant, la construction n'est que la moitié du travail. Ma grand-mère avait 3 habitudes qui, ajoutées à ce réservoir, sont ce qui transforme une économie modeste en une facture coupée en deux. La première habitude concerne l'isolation de ce que vous possédez déjà. Un ballon d'eau chaude électrique, standard, sans protection supplémentaire, perd de la chaleur en permanence à travers ses parois métalliques, même le meilleur modèle du commerce. Enroulez-le d'une vieille couverture de laine, fixée avec de la ficelle ou du gros scotch d'électricien, sans jamais couvrir la valve de sécurité ni le thermostat. Faites la même chose sur les premiers mètres de tuyauterie qui sortent du ballon, avec des chutes de mousse isolante qu'on trouve pour presque rien en rayon plomberie. Ce geste seul, sur un ballon nu de 10 ans d'âge, réduit ses pertes de chaleur de façon nette. Un ballon qui garde sa chaleur se remet en route moins souvent, et chaque remise en route, c'est de l'électricité. La deuxième habitude concerne les heures creuses. La plupart des fournisseurs français proposent un tarif où l'électricité coûte nettement moins cher la nuit, en général entre 22h et 6h du matin, selon votre contrat. Beaucoup de gens ont ce tarif sur leur compteur sans jamais s'en servir vraiment, parce que leur chauffe-eau se déclenche quand il en a besoin, à n'importe quelle heure. Réglez votre chauffe-eau, ou faites-le régler par un électricien si le vôtre est ancien, pour qu'il chauffe principalement pendant ces heures creuses. Avec le réservoir solaire qui préchauffe déjà l'eau dans la journée, votre ballon électrique a de toute façon beaucoup moins de travail à faire la nuit pour amener l'eau à température. Vous combinez alors deux économies qui se superposent, moins de kilowattheures nécessaires, et chaque kilowattheure payé moins cher. La troisième habitude, c'est celle du poêle à bois, si vous en avez un, et beaucoup de foyers en France en ont encore un, ne serait-ce que pour l'appoint. Posez une bouilloire ou un vieux faitout rempli d'eau sur le dessus du poêle chaque soir d'hiver pendant que le feu brûle de toute façon pour chauffer la maison. Vous n'ajoutez pas de bois supplémentaire, vous n'allumez rien de plus, vous utilisez une chaleur qui existe déjà et qui, autrement, part simplement dans la pièce. Cette eau chaude sert pour la vaisselle du soir, pour un bain rapide, pour remplir une bouillotte. Et chaque litre que vous utilisez ainsi est un litre que votre chauffe-eau électrique n'a pas besoin de produire. La quatrième habitude touche à tous les petits appareils qui dorment les yeux ouverts dans votre maison. Une box internet, une télévision en veille, un four à micro-ondes avec son horloge allumée, un chargeur laissé dans la prise sans rien au bout, chacun de ces appareils consomme un peu d'électricité en permanence, même éteint en apparence. Pris séparément, chacun semble insignifiant, quelques watts à peine. Mais additionné sur toute une maison et sur 365 jours par an, cette consommation fantôme représente souvent entre 5 et 10% d'une facture française. Regroupez vos appareils sur des multiprises à interrupteurs
et coupez-les d'un seul geste avant d'aller dormir. Ma grand-mère faisait la même chose avec sa cuisinière à bois. Le dernier geste du soir, c'était de fermer le tirage. Le principe n'a pas changé, seulement les appareils. Je vais être honnête avec vous, parce que c'est comme ça que je fonctionne depuis que j'ai commencé cette chaîne. Ce système ne va pas éteindre complètement votre chauffe-eau électrique. En plein hiver, sous un ciel gris pendant 2 semaines, le réservoir solaire ne fera presque rien, et c'est votre ballon habituel qui prendra le relais entièrement, comme avant. Mais sur une année complète, entre le printemps, l'été et l'automne, le réservoir travaille la majeure partie du temps, et c'est cette majeure partie du temps qui fait la différence sur 12 mois de facture. Voici le calcul honnête. Une famille française moyenne dépense entre 200 et 300 euros par mois d'électricité, selon la région et la taille du logement. Et le chauffe-eau représente souvent entre 20 et 30% de ce total. En réduisant le travail du chauffe-eau de moitié la majeure partie de l'année, grâce au réservoir solaire, à l'isolation du ballon, aux heures creuses et à l'eau chauffée sur le poêle, une famille peut voir sa facture globale baisser de 30 à 50% selon la saison et l'ensoleillement de sa région. Dans le sud de la France, l'effet est plus fort et plus rapide. Dans le nord, il reste réel mais demande un peu plus de patience en hiver. Sur une année complète, une baisse de 30 à 50% sur une facture moyenne de 2 400 euros représente entre 700 et 1 200 euros économisés. Sur 10 ans, cela dépasse largement les 10 000 euros, pour un investissement initial de départ qui tient dans 2 billets de 50 euros et 2 week-ends de travail. Bertrand, mon voisin, a fait le calcul de son côté avec sa propre facture, et il en est arrivé à peu près à la même conclusion que moi, ce qui ne m'a pas étonné, parce que le soleil brille chez lui exactement comme il brille chez moi. Je veux prendre un moment ici, parce que c'est la partie qui compte vraiment. Un chauffe-eau électrique qui tombe en panne tous les 8 ou 10 ans, qu'il faut remplacer, qu'il faut faire réviser, qui consomme sans relâche toute l'année, c'est un produit qui rapporte de l'argent chaque mois à quelqu'un, que ce soit le fournisseur d'électricité ou le fabricant d'appareils. Un réservoir noir sous une vitre, construit une fois avec des matériaux de récupération, ne rapporte rien à personne d'autre qu'à vous. Personne ne va vous vanter cette solution à la télévision, parce qu'il n'y a pas de contrat d'entretien à vendre autour d'une planche de bois et d'un pot de peinture noire. Ce n'est pas une conspiration organisée par qui que ce soit en particulier. C'est simplement qu'aucune entreprise ne construit sa publicité autour de quelque chose qu'on fabrique soi-même pour 30 euros et qui dure 15 ans sans qu'on ait besoin d'y retoucher. Voici ce que je vous propose de faire, semaine par semaine, pour voir le résultat sur vos 6 prochaines factures. Cette semaine, allez récupérer un vieux ballon d'eau chaude ou un grand réservoir métallique chez un ferrailleur, une déchetterie, ou peut-être qu'il y en a déjà un qui dort dans votre garage. Peignez-le en noir mat. Ça prend une après-midi. La semaine prochaine, construisez le caisson en bois autour, isolez-le, posez la vitre et raccordez-le entre votre arrivée d'eau froide et votre chauffe-eau existant. Placez-le plein sud. La 3e semaine, enroulez votre ballon électrique et ses premiers mètres de tuyaux dans de la laine ou de la mousse isolante et appelez votre fournisseur pour vérifier que votre chauffe-eau est bien programmé sur les heures creuses. La 4e semaine, faites le tour de votre maison pièce par pièce et regroupez vos appareils sur des multiprises à interrupteurs, celles de la chambre des enfants, du salon, du bureau. Prenez l'habitude de tout couper d'un geste avant de vous coucher. Les semaines suivantes, si vous avez un poêle à bois, prenez l'habitude de poser une bouilloire dessus chaque soir. Et surtout, chaque mois, notez le chiffre de votre facture pour le comparer honnêtement à ce qu'il était avant. Dites-moi en commentaire quelle est votre facture d'électricité en ce moment et si vous avez un chauffe-eau électrique classique ou déjà autre chose. Et si votre grand-mère ou votre grand-père avait sa propre façon d'avoir de l'eau chaude sans électricité, une bassine laissée au soleil, un serpentin bricolé sur le poêle, racontez-le en commentaire. Ce sont exactement ces petites astuces de famille qui disparaissent quand personne ne les écrit nulle part, et je les lis toutes. La prochaine fois,
Je vous montrerai comment mon grand-père gardait sa cave à légumes à bonne température toute l'année, sans électricité et sans chauffage, avec seulement l'inclinaison du terrain et un tas de paille bien placé. Vous ne croirez pas que c'est aussi simple, mais ça l'est, et ça fonctionne depuis plus d'un siècle sur cette ferme. En attendant, peignez votre réservoir, isolez votre ballon, réglez vos heures creuses, et souvenez-vous que le soleil chauffe gratuitement depuis toujours, bien avant qu'un fil électrique n'entre dans nos maisons. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.